ça demande plus, enfin ça demande pas autant de moyens que d'autres types de gestion. Donc toujours en termes de gestion passive, on regarde le top 3 des ETF, donc ces fameux fonds qui permettent de répliquer les performances. On voit que le plus gros en action, il pèse 143 milliards d'euros. Les deux suivants, ils sont à 48 et 42. Les premiers du groupe State Street, les deux seconds du groupe BlackRock. En ce qui concerne les indices obligataires, ils sont un peu moins gros, mais ils ont toujours des tailles assez respectables. On voit ici que pour le plus gros, on est de chez Vanguard, il a 18 milliards. Chez BlackRock, c'est 15, et encore une fois BlackRock avec à peu près 14 millions. Donc, quand on ne cherche pas juste à répliquer la performance des indices, on peut chercher à les surperformer. Et là, c'est ce qu'on appelle la gestion active. C'est une gestion où on aura un gérant de portefeuille qui va investir sur un certain marché et qui va sur- ou sous-pondérer certains titres de manière à faire mieux que l'indice. Par exemple, eux, dans une société de gestion, il y a des équipes qui vont travailler avec les gérants, qui vont analyser des entreprises, qui vont lui dire ok, dans ton indice, tel titre occupe telle place. Moi, je pense qu'il faudrait réduire cette exposition parce que ce titre-là, il est exposé à tel risque, tel risque, tel risque. Donc le gérant prend ensuite la décision de sous-exposer pas, de manière à ce que son portefeuille fasse mieux que le marché. Donc là, toujours en reprenant le S&P 500, on voit un fonds actif d'un gestionnaire français que je ne peux citer. Et on voit que sur 10 ans, il arrive à faire beaucoup mieux. Donc on est à peu près 10% de mieux sur 10 ans, ce qui est pas mal. Alors, le problème de la gestion active, c'est que, comme je vous l'ai dit, il y a beaucoup plus de gens qui interviennent dans les processus de gestion. Donc on a un gérant, on a des équipes, c'est un peu plus complexe. Donc, ça fait que les frais sont plus élevés par rapport à la gestion qui est passive. Donc, la capacité à surperformer dépendra seulement du talent du gérant, des processus de la société de gestion. Donc, le choix du gérant peut être déterminant, parce qu'il y en a qui arrivent à surperformer, d'autres sous-performent, s'ils se trompent de pari. Ici, on a le top 50 des sociétés de gestion. Alors, on va pas faire le top 50 en entier. On va essayer de voir un peu les principaux acteurs. Donc, on a BlackRock, qu'on voyait assez souvent dans les classements précédents, qui gère à fin 2013 4300 milliards de dollars. S'ensuit Vanguard, qui eux sont spécialisés justement dans la gestion passive. Allianz, et notamment son bras de la gestion d'actifs, PIMCO. Donc PIMCO qui était un peu au cœur de l'actualité avec le départ de son gérant star, Bill Gross, qui a pu se consoler avec 290 millions de dollars de bonus. Vous remarquerez que dans les premières places sont trustées par les US. La majorité des gros gérants d'actifs sont américains. Et le premier acteur français est le groupe AXA, donc, dont le bras de gestion d'actifs est l'entreprise AXA Investment Managers. On a BNP, on a Amundi, qui est une joint venture entre Crédit Agricole et Société Générale. Donc, vous remarquez quand même que c'est surtout les Américains qui trustent. Là, justement, c'est pour illustrer cet état de fait. On voit que sur 2013, les Américains détiennent 2 tiers des actifs globaux. Donc là, on est à peu près 21 000 milliards de dollars contre 10 000 milliards pour les sociétés européennes. Donc, les sociétés françaises, le Royaume-Uni et tout. Donc, pour récapituler, on a vu ce qu'étaient les actifs sur lesquels on pouvait investir. On a vu
les marchés. Parce qu'en fait, il faut avoir une vue sur ça en tant qu'investisseur. Il faut se dire, ok, moi j'ai la conviction que l'économie française peut rebondir d'ici à plusieurs années. Et quand on se dit ça, on aura tendance, pour justement participer à ce rebond de l'économie française, il faudra investir sur le marché actions et obligations français. Pourquoi? Parce que tout simplement l'économie française, c'est aussi la santé et la performance de ces entreprises. Donc quand on est sur ces marchés-là, on arrive à capter ce potentiel de croissance. Après, il y a certaines contraintes. Donc on peut se placer notamment sur la gestion active ou passive, comme j'ai pu le montrer. Donc, donner son argent à une société qui va le gérer pour vous, ou sinon, vous pouvez le faire vous-même. Et dans ce cas-là, inventant voilà, comment faire. Et c'est là que je vais laisser la main à mon collègue Lucas Conner qui va continuer. Bonjour à tous. Donc moi dans la transaction IDEC, je suis responsable du club d'investissement. Donc j'ai essayé de mettre dans cette présentation un peu notre expérience qu'on a nous en tant qu'étudiants, avec un capital de départ qui est assez faible. On essaye quand même de se débrouiller, de s'épanouir et vraiment de découvrir la finance. Donc tout d'abord, il y a deux types de contraintes qui sont flagrantes. Tout d'abord des contraintes techniques. On a un temps limité à consacrer au marché. On est quand même en école de commerce, nous et vous êtes sûrement en activité annexe que seulement la gestion d'un portefeuille. Donc c'est compliqué parfois de toujours suivre les positions de ces valeurs. Ensuite, il faut, voilà, bonne connexion Internet requise. Aujourd'hui, on nous dit beaucoup, c'est dans l'actualité, que la finance se joue parfois à la nanoseconde. Parfois, un ordre, si vous le passez trop tard ou à cause d'une connexion qui est de mauvaise qualité, ça peut vraiment être catastrophique pour vous. Et enfin, globalement, la compréhension des outils boursiers, il faut savoir comprendre ce qu'on dit dans les infos, savoir lire un graphique, comprendre les différents indices, qu'est-ce que le CAC 40, qu'est-ce que ça représente, comment une entreprise est gérée, comment son capital est constitué, tout ça. Ensuite, des contraintes théoriques. Pour comprendre les marchés, il faut aussi comprendre les tendances macroéconomiques. Parce que le marché, il fluctue en fonction de l'offre et de la demande, mais aussi d'une influence extérieure qui est les news d'actualité et la stratégie des États, la stratégie des banques centrales et la stratégie des entreprises. Ensuite, on a un manque de connaissances quand on est à 20 ans, je pense, du marché, parce qu'on a 20 ans, on n'a pas vu beaucoup d'évolution encore, et des entreprises. Car il faut savoir, pour connaître une entreprise et pouvoir investir dedans, il faut le connaître sur le bout des doigts, donc je veux dire des données comptables, soit des bilans, des comptes de résultats, et avant de pouvoir les analyser, il faut soit avoir fait de la comptabilité, soit dans notre cas, arriver en école de commerce, parce qu'avant on fait des études généralistes et on n'en fait pas avant d'avoir 20 ans. Ensuite, ce qui est difficile vraiment, c'est d'estimer l'impact des informations sur le marché. Aujourd'hui, avec Internet, il y a des millions d'informations à la seconde. Les entreprises font de la communication financière, il y a beaucoup de choses qui se passent et on a tendance parfois à surestimer l'importance d'une information. Par exemple, moi, l'année dernière, j'avais travaillé sur Sanofi et j'avais vu qu'il y avait eu des licenciements dans un centre de recherche à côté de Toulouse. Je pensais que ça allait influencer le marché. En fait, pas du tout. C'était pas assez important. Je l'ai lutté et là, je m'étais rendu compte que finalement, on arrive avec beaucoup d'idées reçues. On se dit que si les échos en parlent, c'est que c'est important. Pas forcément. Et là, ce tri, il faut le savoir faire soi-même. Et là, ça vient avec l'expérience, avec le tas. Mais n'ayez crainte, même si vous avez 20 ans que vous commencez, il ne faut pas tant de temps pour s'en sortir. Ensuite, pour investir en bourse, il faut passer par une société spécialisée. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas investir en tant que personne sur les marchés sans passer par quelqu'un dont c'est le métier. Donc je parle de courtier en ligne ou maison de courtage. On appelle ça aussi des brokers. Il y en a beaucoup sur le salon, là. Vous pouvez aller parler avec eux si vous souhaitez. Ou des banques ou sociétés de bourse qui, eux, fournissent aussi un service qui est complémentaire puisqu'ils font aussi du conseil. Souvent, ils vous conseillent, vous, en tant que particulier. Ces sociétés se financent à travers des commissions, qui sont des frais de courtage, ils sont fixes ou variables. Il y a aussi des frais de gestion pour la gestion de vos valeurs sur les marchés. Il faut faire très attention, ça, ils ne le disent pas tout le temps. Il y a des frais de retrait, parfois, chez certains brokers. Donc quand vous voulez retirer votre argent de votre portefeuille, vous pouvez payer des frais supplémentaires ou des pénalités d'inactivité. Certains brokers, quand vous n'avez pas d'action sur les marchés entre 30 et 60 jours, ils peuvent vous compter des pénalités. Donc il faut faire attention à toute cette dimension de frais avant de commencer à vouloir agir sur les marchés. Donc voilà. Mon message, c'est de bien choisir son broker et de bien se renseigner. Il y en a énormément, donc il faut vraiment faire attention. Pour vous donner un exemple, les frais de transaction fixes sont très élevés. Sur des brokers, donc
qui, en ligne, en moyenne, un ordre de 500 €, donc coûte 6,50 € pour la personne. C'est une moyenne sur 26 brokers, de Fortuneo et Bourse Direct, qui sont les deux principaux brokers en France. Un broker classique, donc classique, ceux qui sont détenus par des banques, et enfin plutôt les banques tout simplement, parce que certains brokers essentiels sont détenus par des banques. De toute façon, l'ordre il faut compter 10 € par ordre de 500 € sur les marchés. Un ordre, c'est soit un ordre d'achat, soit un ordre de vente. Donc si vous voulez, ce que je veux dire, c'est que quand vous achetez une action et que vous la revendez, les frais vont s'appliquer deux fois. Donc avant de faire une plus-value, il faut compter que vous allez perdre, entre guillemets, l'argent des frais. Donc par exemple, si vous faites finalement une plus-value de 1020 avec un broker ce type Société Générale, finalement vont gagner puisque 20 € vont à la Société Générale et votre bien sera de zéro. Ensuite, il faut faire attention à certains brokers qui ont des frais que j'ai appelés mixés. Ils ont à la fois des fixes, donc sur chaque ordre, et des variables qui se jouent sur un pourcentage du gain que vous faites à la vente ou à l'achat et la revente de votre action. Donc là, je vais revenir au principal problème pour nous, jeunes, de 20 ans, puisque c'était un peu aussi le thème, le faible capital de départ. L'amortissement des frais de courtage est plus long. C'est très facile à comprendre. Quand on a que 2000 €, si les frais sont fixes, ça fait vite beaucoup de pertes, 6,50 € par ordre d'achat, 6,50 € par ordre de vente. La diversification est compliquée. Quand on a 2000 €, on ne peut pas avoir un portefeuille avec énormément de lignes. Même si on dit qu'un portefeuille avec 6 ou 8 lignes est déjà bien diversifié, pour débuter, avoir 6 ou 8 lignes sur des actions de type CAC 40 avec des actions qui peuvent parfois valoir 140 €, avec 2000 €, on ne peut pas avoir un portefeuille très grand et espérer faire beaucoup de performances. Donc il faut bien appréhender ce risque. Et ensuite, la prise de risque est catastrophique. Si on se dit qu'on peut faire le coup de l'année et on se trompe, on peut perdre tout notre capital d'un coup et ensuite il faut rembourser le broker ou la banque et on ne peut plus du tout jouer. Comme on ne peut plus, comme beaucoup de gens disent, se refaire. Donc on est parfois tenté d'utiliser un effet de levier. Il faut savoir que l'effet de levier en France est possible de 1 à 5. C'est-à-dire que si vous avez 2000 €, vous pouvez jouer avec 10 000 € sur les marchés. Donc c'est votre broker ou votre banque qui vous permet de faire ça. Il faut savoir, plus le capital est faible, plus c'est intéressant. Mais beaucoup de gens tombent dans l'écueil de l'effet de levier. Et c'est ça qui fait beaucoup de pertes chez les petits investisseurs, puisqu'ils ont tendance à se brûler les ailes en utilisant un effet de levier trop important. L'effet de levier, donc on marque pour les gains et pour les pertes. Donc, par exemple, si une action perd 10% de sa valeur sur les marchés avec un effet de levier de 5, dans votre portefeuille, elle en perd 5. Donc ce que je veux dire, c'est que ça implique une gestion qui est réfléchie. Il ne faut pas prendre des décisions de manière trop hâtive, il faut vraiment analyser le marché et le connaître avant d'investir. C'est pour ça que nous, dans notre association, il y a d'abord une période fictive et ensuite les étudiants peuvent passer en réel, parce qu'il faut d'abord vraiment connaître le marché et appréhender son fonctionnement. Alors nous, les conseils qu'on leur donne pendant leur formation, en fait nous sommes 14 membres, c'est des paires de 2, donc il y a 7 paires, on a découpé le 40 en secteurs et chaque paire a environ 6 valeurs à suivre. Ce qu'on veut tout d'abord, c'est comprendre les tendances globales de l'économie. Alors ça, nous, on a la chance qu'on a des cours là-dessus en école, donc on peut s'en sortir, mais il faut connaître les fondamentaux de macroéconomie, de microéconomie également, parce qu'il faut porter une attention particulière aux annonces des banques centrales. Les banques centrales, aujourd'hui, vous devez l'entendre souvent, les marchés sont en attente de discours de Mario Draghi. C'est souvent ce qu'on entend, ou de la Fed, puisqu'ils distribuent des taux directeurs, ils ont une forte influence sur les banques et ils ont une forte influence sur les marchés. Et donc souvent, il faut signifier les annonces des banques centrales et des horaires. Nous, l'année dernière, ça nous est arrivé, on a joué sur le marché des valeurs, donc sur le Forex. On avait anticipé, l'annonce de Banque centrale était prévue à 15h30, finalement les informations filtraient déjà à 15h. Moi c'était en temps fictif, donc tout allait bien. J'avais une position, de mémoire j'avais acheté du dollar, donc je me suis dit bon, jusqu'à 15h30 je laisse aller, je vais voir comment ça se comporte. Finalement l'annonce était plutôt que prévu, j'ai perdu 400 € en 3-4 secondes. Bon, c'était fictif donc ça ne m'a pas posé de problème, mais il faut vraiment faire attention à faire attention au timing. C'est très important en finance. Ensuite, il faut lire quotidiennement la presse spécialisée. Presse spécialisée, j'entends des sites comme Boursorama, Zone Bourse qui sont que sur la bourse, les éco-bourses, AGFI, mais aussi des journaux plus globaux comme les échos. Les échos, ils parlent de l'économie, donc forcément ce qu'ils vont dire sur l'entreprise, ça va aussi jouer sur les marchés boursiers. Il faut savoir décrypter leur communication pour voir s'ils sont pas, que ça j'en ai déjà parlé, et les médias
boursier, économique en généraliste, ça aussi j'en ai déjà parlé. Ensuite, nous, les conseils pour chaque personne, c'est de connaître en profondeur ses valeurs. Donc, vous voyez le portefeuille pour un investisseur particulier. Il faut connaître le secteur d'activité de l'entreprise, les concurrents, le comportement des concurrents. Il faut connaître les données comptables et financières et également la structure en capital de l'entreprise. Ce qui est important, c'est de voir que le marché financier est assez global. Un acteur, par exemple, comme Bouygues, avec sa filiale Bouygues Télécom, il peut être impacté par des annonces sur SFR, Numéricable ou Orange. Et ça, c'est important, si on ne sait pas que Vinci qui va décider du cours qui peut influencer le cours de l'action de Bouygues. C'est pour ça que je dis qu'il faut connaître les concurrents et sur le secteur et aussi les concurrents du secteur de tout le groupe entier, pas que sur une tranche d'activité de l'entreprise. Ensuite, on a une formation, nous, qu'on donne sur l'analyse technique. Donc ça, également, vous l'avez dans l'espace formation, il y a beaucoup de stands qui vous proposent des indices de détection de tendance, ils appellent ça souvent. Nous, ce qu'on fait plus simple, on essaie de faire simple, on utilise des supports, des résistances pour encadrer le cours. Globalement, qu'est-ce que c'est? On prend deux points hauts du cours, on trace une limite, on se dit là c'est un support, si le cours touche cette zone, il faut faire attention, c'est peut-être un signal d'achat ou de vente, et après c'est à chaque étudiant d'analyser. Le support c'est en dessous du cours et le restant c'est en haut. Ensuite, il faut analyser le comportement du cours. Alors, un petit mot technique, trading range, c'est quand le cours varie, mais les variations ne sont pas importantes, le marché est indécis. Il varie de manière très rapide, pas dans des grandes amplitudes. Le marché directionnel, c'est quand le marché a clairement une tendance, soit à la hausse, soit à la baisse. Dans ces cas-là, il y a deux types d'indicateurs graphiques. On a les oscillateurs, qui sont le RSI stochastique par exemple, qui utilisent des formules mathématiques que